Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts qui viennent vraiment nous inspirer et surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Catherine Sanson qui est à la tête de la communication et rayonnement pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle nous parle des programmes extraordinaires pour les entrepreneurs, que ce soit chef de file, l'espace CDPQ, repères numériques pour inciter au développement économique au Québec. Elle nous parle de l'organisation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qu'est-ce qu'ils font, vraiment de toutes les initiatives philanthropiques. Bref, un épisode qui est très riche sur une belle institution ici au Québec. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Catherine Sanson, directrice principale Communication Rayonnement Québec pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Très, très heureuse d'être là, Cléo. Bien, moi, très heureuse que tu sois ici parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est que, oui, on va découvrir ton parcours, mais on va découvrir un peu qu'est-ce que la Caisse de dépôt et placement fait pour les entrepreneurs qui sont les auditeurs principaux d'Histoire d'hypercroissance. Puis il y a plein de belles choses que vous faites, que j'ai la chance de collaborer d'ailleurs, mais il faut vraiment en parler puis faire connaître ces beaux programmes-là. Alors, bienvenue, contente que tu aies accepté l'invitation parce que je pense que ça va amener un volet différent d'habitude, mais j'aime inviter des experts et vous êtes des experts d'investissement et de rayonnement et de développement économique. Mais avant tout, ton rôle, écoute, il y a Vicky Boudreau qui t'a tagué, qui t'a nommé sur LinkedIn il n'y a pas longtemps comme une Master Connector ou la reine du maillage. Oui, bon, c'est toute une couronne à porter. Oui, c'est ça, toute une couronne. Mais c'est vrai que quand je pense à toi, il y a toutes les fois qu'on se parle, toujours intéressé par les entrepreneurs, toujours intéressé par ce qui se passe et t'hésites pas à faire des connexions, mais d'où ça vient, cette qualité-là? Puis, je veux que tu me parles de ton parcours. D'où vient okay. Catherine? Écoute, pour vrai, je remercie Vicky de l'avoir souligné. C'est vrai que c'est au cœur de mon rôle de mettre les gens en contact, pas seulement pour des questions d'investissement puis de financement avec la CDPQ, mais en général dans l'écosystème au Québec, parce que parfois, le meilleur investisseur, c'est pas nécessairement la Caisse, ça peut être aussi nos collègues de chez BDC ou Investissement Québec et autres. Comment cette aptitude-là, je l'ai développée? Bien, c'est peut-être en partie, si je reviens un peu sur mon parcours, moi, j'ai quand même eu la chance de grandir au sein d'une famille d'entrepreneurs. En fait, du côté de mon père, mon grand-père était lui-même entrepreneur électricien dans la région de Montmagny et qui avait, entre autres, un magasin, une quincaillerie, en fait, à l'époque, puis que la relève a été prise ensuite par mon oncle. Et du côté de ma mère, c'était des entrepreneurs, des agriculteurs, en fait. Et là aussi, mes oncles ont pris la relève de la ferme de mon grand-père. Et moi, je pense que j'étais quelqu'un de très, très timide, plus jeune. Et le fait, entre autres, d'aller vendre des pommes avec mon père au marché public, disons que ça a été une bonne école pour apprendre à rencontrer les gens, à faire des liens. Je peux parler de tarte aux pommes pendant des heures. J'en ai jamais fait moi-même. Alors, j'ai la faculté d'en parler sans même la cuisiner. Donc, ça a été ça, disons, mon parcours quand j'étais plus jeune. Et puis, pendant mes études, moi, je m'intéressais beaucoup au milieu culturel, en fait. Et j'ai décidé d'aller étudier en littérature parce que je voulais élargir le spectre de mes connaissances dans le domaine culturel, j'ai envie de dire, en général. Mais j'avais déjà dans l'idée de travailler dans le milieu des affaires, mais appliqué au secteur culturel. Donc, ensuite, j'ai poursuivi mes études à la maîtrise au MBA en gestion. Puis je parle de littérature parce que je pense que le fait, entre autres, mon rôle m'amène aussi à écrire pour toutes sortes de contextes, des textes justement, soit pour des contenus publicitaires, soit pour des contenus, disons, de panels, d'allocutions, de tribunes et tout ça. Et ça, au fil de mes expériences professionnelles, je suis arrivée à la Caisse, je pense, à un moment aussi, c'était en 2013, donc déjà bientôt 10 ans. Et je suis arrivée à un moment où la Caisse souhaitait justement mettre davantage d'emphase sur tout le volet de développement économique auquel elle contribue au Québec.
Alors, petit rappel, je sais que tout le monde qui nous écoute connaît la mission de la Caisse, une mission qui est double, en fait, qui est évidemment générer du rendement pour les déposants, mais aussi contribuer au développement économique du Québec. Et c'est certain que quand on investit dans des entreprises d'ici, bien, on réalise du coup à la fois notre double mission et on le fait beaucoup dans le passé, puis on continue de le faire. Mais il y a tout un volet d'accompagnement, de soutien, de maillage, de réseautage que la Caisse aussi déploie. Et c'est ces initiatives-là sur lesquelles on veut mettre davantage d'emphase aujourd'hui pour que les entrepreneurs qui nous écoutent comprennent que la Caisse, on est accessible et qu'on peut aussi apporter du soutien, pas seulement dans un point de vue d'apport en capital, mais encore une fois, comme je le disais, de réseau, de maillage. Et puis donc, je me retrouve dans ce rôle-là. Dans ce rôle-là, puis c'est ce qui t'a amené, en fait, toi t'es comme un peu l'innovatrice un peu dans ces façons de faire-là quand t'es arrivée à la Caisse? Alors, quand je suis arrivée, à l'époque, c'était Michael Sebia qui était donc président et chef de la direction de la Caisse. Et c'est lui qui a initié, en fait, la volonté qu'on se repositionne ou qu'on fasse peut-être un petit peu mieux connaître ce qu'on pouvait apporter ou ce qu'on pouvait faire pour dynamiser l'écosystème entrepreneurial à l'époque. Et je me souviens, le premier exercice qu'on a fait, début 2014, donc pas longtemps après mon arrivée, c'était de faire une grande session de brainstorm, là, de remis-ménage, avec différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial, des grands entrepreneurs, des gens qui font partie des organismes qui soutiennent les entrepreneurs, des gens de l'écosystème de start-up, qu'on a invités pour vraiment une demi-journée de session d'idéation, puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de bien au Québec, qu'est-ce qui mérite peut-être d'être amélioré. Je parle dans l'ensemble là, des points de contact dans la chaîne entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on devrait davantage propulser? Parce que des fois, il y a des choses qui se font très bien dans une région, moins connues dans une autre, puis on se dit peut-être qu'on devrait simplement déployer plus largement ces initiatives-là. Et puis bon, qu'est-ce qui manque aussi? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter? Et l'idée, c'est que la Caisse soit complémentaire de ce qui est déjà dans le réseau ou propulse des idées qui fonctionnent bien ou ajoute finalement. Donc, c'était pas de dire on fait table rase puis on recommence. C'était vraiment qu'est-ce qui pourrait être ajouté ou mis en valeur davantage. Et puis, j'ai envie de dire, à l'époque, on se disait, peut-être qu'il manque une forme de financement. Ça prend peut-être un nouveau fonds pour déployer, par exemple, d'autres initiatives, d'autres types de modèles d'affaires. Et ce que les gens nous ont répondu, puis comme je vous dis, c'est des entrepreneurs en bonne partie, qui ont participé à la session de brainstorm, c'est qu'il fallait mettre davantage d'emphase dans l'espace public, dans le grand public, sur la culture entrepreneuriale. En fait, mettre en valeur le travail des entrepreneurs, les succès d'entreprise, pour, d'une certaine façon aussi, faire une mise à jour, j'ai envie de dire, du portrait de notre Québéking. Parce que quand on parle d'entrepreneurs au Québec, avec raison, on va penser à Alain Bouchard, à la famille Pellado, M. Godin de CGI, Lise Wattier. Donc, c'est des gens, effectivement, qui ont construit le Québéking, qui ont construit des entreprises qui sont aujourd'hui très grandes, très connues du public. Mais il y a toutes sortes d'autres entrepreneurs qui sont en ce moment très actifs dans notre écosystème, qui méritent aussi d'être mis en lumière. Puis des nouveaux modèles d'affaires, des gens qui sont dans des secteurs technologiques où on le sait qu'il y a plus de potentiel de croissance. Donc, l'idée, c'était qu'on raconte ces histoires-là pour inspirer d'autres entrepreneurs aussi à suivre ces modèles-là, puis à être en mesure d'eux-mêmes avoir, j'ai envie de dire, la volonté de se lancer en affaires. Parce que l'entrepreneuriat, il faut aussi, c'est d'abord et avant tout un choix de carrière, si on veut. Oui. Et il faut que les gens puissent avoir, si on veut, la conviction qu'au Québec, justement, on a les ressources, puis on a le réseau, puis on a des opportunités pour des gens qui auraient des idées. Donc, qu'on amène les gens de passer de l'idée à l'action, puis de lancer leur projet d'affaires. Puis créer cette culture-là entrepreneuriale également. Ce que je trouve intéressant, c'est drôle parce que pourquoi j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance, j'avais exactement le même objectif. J'avais la chance, pas le même, je veux dire à petite échelle, mais dans le sens que de faire briller des entrepreneurs d'ici qui sont dans l'ombre, qui sont très humbles, qui ne veulent pas être nécessairement sur la place publique, mais qui ont un impact extraordinaire sur la croissance de leur entreprise, sur leur employé avec une culture organisationnelle extraordinaire, des investissements pour vouloir croître au Québec. Et on a eu la chance d'en recevoir plusieurs. Puis
justement pour que les entrepreneurs qui ont des idées puissent s'associer à différentes personnes et non pas juste l'inaccessible de dire « Ah, ben moi, ça m'arrivera jamais ou je serai pas là. » Alors, je trouve ça intéressant. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin, d'authenticité, de gens, de dire... tantôt, on parlait de Mélissa Lambert, qui est... On va parler du programme des chefs de file, mais qui, justement, on disait qu'elle ne se voit pas déjà comme une entrepreneure influente, mais qu'elle l'est déjà avec ses sacs à main et tout. On lui rappelle par le fait même. Oui, par le fait même, exactement. Ça, Tellement inspirante. Et à toutes les fois que je parle, mettons, d'elle, les gens vont dire « Ah oui, j'ai un sac, j'ai ci, j'ai ça. » Tu sais, les gens sont comme emballés. Fait qu'on a besoin de ça, on a besoin d'images. Et toi, tu embarques dans ce rôle-là. Fait que parcours, tu avais déjà l'idée d'être dans les affaires. Puis là, tu nous as bien expliqué ton rôle actuellement. Mais qu'est-ce que tu as fait avant de te rendre, là, tu sais, justement dans ce rôle-là de directrice? Quand je suis arrivée à la Caisse, justement, je suis arrivée au sein des affaires publiques et puis j'avais donc pour mandat de mettre en œuvre ce nouveau plan d'action-là en entrepreneuriat qui avait été imaginé puis lancé suite aux sessions de brainstorm qu'on a initiées. La première réalisation qui a été mise en place, puis qui est toujours en ligne aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'appelle devenirentrepreneur.com, où on publie des portraits d'entrepreneurs, que ce soit sous forme vidéo, audio, comme on fait aujourd'hui, mais aussi beaucoup d'histoires qu'on raconte. C'est quand même 45 000 personnes, la communauté Facebook, qui est intéressée à cette plateforme-là et qui nous suit. Donc, ça démontre aussi qu'il y a un intérêt pour qu'on parle de ça. Il ne faut pas juste que ça reste dans les cahiers à faire, dans les journaux, à la fin des dernières pages. Oui. Puis on en parle, encore une fois, de façon très accessible, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt pour en connaître davantage aussi sur les produits québécois. Oui. Donc, si vous avez, par exemple, une paire de skis à acheter, bien, c'est intéressant de savoir que Raccoon Ski fabrique, design des skis ici au Québec. Il y a aussi une jeune compagnie de la région de Québec qui s'appelle Ferréol, des étudiants de l'Université Laval qui ont réfléchi à une nouvelle forme de fabrication de skis puis qui les vendent notamment dans la région de Québec, mais aussi en ligne. Donc, c'est aussi une façon d'en savoir plus sur des produits d'ici. Donc, ça a été un des premiers projets sur lequel j'ai eu la chance de travailler. Puis ensuite, si je peux parler d'un deuxième projet qui a suivi assez rapidement, en 2016, ça a été l'ouverture de l'espace CDPQ à Place Ville-Marie. Et en 2016, la Caisse soulignait son 50e anniversaire. Quand même une jeune institution, quand on y pense. Oui, c'est vrai. Pour ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et l'espace CDPQ, on revient à la notion de maillage, puis de réseau, puis de communauté. C'est un lieu physique dans lequel on a rassemblé différentes firmes de capital de risque. Et donc, le fait qu'ils soient dans le même lieu, ils ont évidemment chacun leur stratégie d'investissement, ils ont chacun leur réseau d'entrepreneurs avec lesquels ils travaillent. Mais ce qu'on a vite réalisé en les rassemblant dans un même lieu, c'est que ça permettait davantage d'échanges, évidemment, entre eux, parfois pour créer des collaborations, parfois simplement pour dire, bien, j'ai rencontré telle start-up, par exemple, leur modèle d'affaires correspond plus ou moins à mes critères d'investissement, mais peut-être que pourrait correspondre au tien. Donc, on sent quand même dans l'écosystème au Québec aussi une certaine complémentarité, puis un désir justement de dire, ben nous, les bonnes opportunités, on veut être présent, on veut être capable d'en être informé et puis de s'assurer qu'on les capte et puis qu'on puisse les accompagner dans fait que c'est de créer, moi, j'aime beaucoup utiliser le mot, tu sais, je trouve que dans l'ère d'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde d'individualité, mais on est vraiment dans un monde de leaders bienveillants et d'intelligence collective. Tu sais, c'est un peu ça, c'est de mettre à contribution l'intelligence collective, peut-être des gens qui se rassemblent là, puis de voir c'est quoi les forces, les faiblesses de chacun, puis de contribuer. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté que les gens collaborent au succès des autres. Puis ça m'amène à parler de Chef de file, qui est un autre projet sur lequel j'ai eu qui est toujours un de mes projets chouchous, là, si je peux me permettre, qu'on a lancé en 2018. Et ce qu'on fait avec Chef de file, puis là, je vais préciser, c'est Chef de file au féminin, FFE. Oui. Et Chef de file, c'est aussi issu d'un groupe de discussion parce que à la CDPQ aussi, ce qu'on fait, c'est que on est présent à travers des initiatives d'études, en fait, si on veut prendre le pouls de l'entrepreneuriat, comment ça se passe actuellement au Québec. Donc, on est partenaire depuis plusieurs années de l'Indice entrepreneurial québécois.
Et cette étude-là permet, en fait, d'avoir un portrait de la situation sur l'intention d'entreprendre au Québec. Donc, ce qu'on essaie de comprendre, en fait, puis c'est là on parle vraiment du grand public, c'est est-ce que les gens, j'ai envie de dire, ont une intention de démarrer leur projet d'entreprise à court ou à moyen terme? Et au-delà d'avoir l'intention, est-ce qu'ils ont l'intention aussi de passer à l'action? Donc, c'est des choses qu'on essaie de mesurer justement pour mieux comprendre l'état de notre culture entrepreneuriale puis notre bassin, si on veut, de potentiels entrepreneurs au Québec. Puis on l'a vu depuis que, entre autres, on a lancé notre plateforme Devenir entrepreneur, mais il n'y a pas juste la Caisse aussi qui s'est investie dans l'écosystème entrepreneurial. Là. Il y a beaucoup d'acteurs du milieu financier qui se sont donnés pour mission aussi de contribuer là, au dynamisme de l'écosystème. Mais depuis plusieurs années, on voit que l'indice entrepreneurial, donc l'intention d'entreprendre au Québec a augmenté et tant mieux. Puis, entre autres, auprès des jeunes, l'idée, encore une fois, c'est pas nécessairement de lancer son entreprise à 20 ans, dans un sous-sol ou dans un garage, là, le modèle de la Silicon Valley. Là. Oui, mais on peut se lancer en affaires un peu à tout moment de sa carrière. Mais encore une fois, c'est de voir que nous, on a un bassin de nouveaux entrepreneurs potentiels pour continuer de bâtir notre fameux Québec Inc. Et donc, à l'époque, l'étude de l'indice entrepreneurial, on avait essayé de mettre la loupe justement sur les femmes, voir quelle est leur intention, quel est leur désir de passer à l'action. Et en 2017, c'était autour de 37 % de femmes qui avaient un intérêt pour l'entrepreneuriat, ce qui est pas si mal. Mais quand on découpe ce 37 %-là, on se rend compte que c'était vraiment microscopique, la portion de femmes propriétaires de grandes entreprises. Et là, on s'est dit, c'est une chose se lancer en affaires, c'est une chose, puis on encourage tout le monde à adopter ce qui leur convient comme modèle d'affaires puis comme perspective de croissance au niveau de leur entreprise, mais comment nous, on peut s'assurer quand même d'avoir davantage de femmes à la tête de grandes entreprises qui ont peut-être un plus grand potentiel de croissance, puis on revient à l'idée de modèles inspirants puis d'entrepreneurs qui vont inspirer une nouvelle génération. Alors, quand on a, nous, pris la décision de dire on va se concentrer, par exemple, sur comment on peut accompagner des entrepreneurs qui ont 5 millions et plus de chiffre d'affaires, c'est là qu'on a initié justement un autre forum de discussion avec un groupe de femmes entrepreneurs à qui on a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous appuyer, qu'est-ce qui se fait déjà, qui fonctionne bien et tout. Et l'idée est née de former cette communauté-là de femmes entrepreneurs, donc qui s'appelle Chef de file. Et c'est vraiment une communauté, comme je le disais, qui mise sur le co-développement. Comment, d'entrepreneur à entrepreneur, on peut s'entraider. Et je pense que le fait justement d'avoir un chiffre d'affaires qui correspond de l'une à l'autre, donc on est entre 5 et 50 millions, là, vous allez me dire, la marge est quand même assez importante, mais je dirais que le cœur de notre groupe est autour de peut-être à 15 à 20 millions de chiffre d'affaires en moyenne. Mais on a des femmes donc de différentes régions du Québec, de différents modèles d'affaires, et on sent beaucoup encore une fois, comme on le disait, de solidarité puis de désir de contribuer à renforcer cette communauté-là. Puis j'ai envie de dire aussi beaucoup de fierté de porter le nom de chef de file. Il y en a qui vont le mettre sur leur page LinkedIn, d'appartenir à ce groupe-là. Je le rappelle, c'est gratuit. Alors, nous, ce qu'on propose, en fait, au cours de l'année, c'est différents ateliers de formation, l'opportunité aussi de participer à des événements auxquels la Caisse est partenaire. On a accès aussi à des formations, puis à des groupes d'entrepreneurs qui sont basés à l'étranger. Il y a entre autres un groupe en Europe auquel on peut avoir accès soit à des formes de mentorat ou d'échanges aussi avec d'autres entrepreneurs. Pour celles qui auraient le désir, par exemple, de dire « je veux développer le marché français ». C'est vraiment une communauté très, très dynamique et puis qui, avec le temps, qui a grandi. Puis ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Donc, des femmes entrepreneurs qui sont à la tête d'entreprises de 5 millions et plus, il y en a de plus en plus et on apprend à les connaître et à les faire rayonner. Donc, quand on a lancé l'initiative en 2018, je pense qu'on était autour d'une 60aine d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on est rendu à 110 entrepreneurs à travers le Québec. Donc, c'est une très, très grande fierté d'avoir fait grandir cette communauté-là. Puis, on a reçu des chefs de file qui viennent ici sur le podcast. Je pense, entre autres, à Vicky Boudreau, qui est là. Il y a Annie Rouleau aussi, de Unscented Company. Marie-Ève Barry aussi fait partie de ça, Mélissa Lambert. Alors, moi, ce que je remarque, c'est un groupe de femmes. Puis, tu sais, au début, on s'entend, Catherine, tu sais, au début, il y a toujours quelque chose de péjoratif. Ah, les femmes, pourquoi les femmes? Mais tu sais, je pense que chef de file, vous êtes allé chercher des femmes ambitieuses
qui ont le goût d'avoir un impact et d'inspirer la prochaine génération. Je pense que c'est le dénominateur commun de toutes ces femmes-là, que je pense à Mélissa aussi de Zora. Il y a plein de femmes là-dedans que je connais qui ont tout un désir de donner aux suivants aussi. Hein? Je pense que c'est ça que vous avez créé avec ce groupe-là. Effectivement. Puis, ce qu'on a voulu, nous aussi, proposer comme formule pour faire peut-être un peu différent puis l'idée, encore une fois, c'est d'être complémentaire parce qu'il existe d'autres organismes qui peuvent apporter du soutien aux entrepreneurs. Il y a l'École d'entrepreneurship de Beauce qui a un parcours spécifique, il y a le groupement des chefs, tout ça. Mais ce que nous, on souhaitait faire, d'abord, mettre à profit le réseau de la Caisse. Comment on peut rendre plus accessible soit nos experts, nos partenaires, faciliter les relations. Parce qu'encore une fois, nos chefs de file, peut-être un jour, il y en a dans ce groupe-là qui vont devenir des cibles d'investissement de l'organisation. Mais si on revient à notre mission principale qui est générer du rendement puis contribuer au développement économique, on est vraiment dans ce volet-là de notre mission de parce que des entreprises qui grandissent, c'est bon pour l'économie du Québec. Et donc, ça fait partie de notre mission de contribuer justement à ce que l'économie soit dynamique et continue de grandir. Nous, la formule qu'on offre, justement, on essaie d'être très, très flexible. Donc, il y a à la fois, puis j'ai envie de dire, avec la pandémie, ce qui était... On a appris à manier un peu mieux tout ce qui se fait en virtuel, mais ça permet aussi d'avoir une autre forme de discussion. Mais on a repris évidemment des événements présentiels parce que le réseautage, je pense que c'est pas la même chose quand on est en personne ou en ligne. Mais bref, d'avoir une formule flexible où non seulement les femmes entrepreneurs peuvent venir discuter avec nous, mais on offre aussi des forums de discussion où c'est des gens de leur organisation qui peuvent, par exemple, si on fait une discussion autour d'un volet de ressources humaines, bien, elles peuvent déléguer leurs responsables de ressources humaines à venir participer à la discussion. Donc, ça va au-delà de la leader ou de l'entrepreneur, mais vraiment d'avoir un souci de contribuer au développement de PME de 5 millions et plus à travers finalement l'ensemble de leur équipe de direction. les joueurs clés de l'organisation. Ça, c'est vrai parce que moi, c'est un peu ça que j'ai fait aussi dans mon mastermind. J'étais arrivée avec les dirigeants, puis là, je me suis dit, OK, c'est quoi le white space, l'espace manquant? C'est que dans le fond, souvent, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont aller chercher la formation pour eux. Mm-hmm. Mais quand ils arrivent, ils retombent dans le quotidien, la vie va vite, puis tu n'as pas le temps de développer tes gens, tu sais. Alors, dans mon mastermind, c'est exactement ça. Le matin, j'ai les présidents, dans l'après-midi, j'ai comme 60 personnes, puis toutes les équipes de direction, puis faire des maillages toutes les RH qui se ramassent ensemble. Ouais. Puis là, j'imagine que vous utilisez l'espace CDPQ pour faire vos rencontres. Entre autres, oui. Maintenant qu'on on est de retour avec une programmation en présentiel. Oui. On occupe effectivement les locaux de l'espace, mais aussi, évidemment, les locaux de la Caisse. Puis on se déplace. On n'est pas toujours à Montréal. On organise aussi des événements à Québec. Oui. Donc, puis pour rappel, nous, on a, oui, certains critères de sélection, mais il suffit d'entrer en contact avec nous. Je le rappelle, c'est un programme qui est gratuit. Puis on est en recrutement en continu. Donc, il suffit de nous contacter. D'appliquer tout ça. L'espace CDPQ, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Comment ça fonctionne? Parce que vous êtes dans les tours Ville-Marie, c'est ça? Vous êtes là? On est, en fait, au rez-de-chaussée, d'une des tours de Place Ville-Marie. En fait, c'est surtout un lieu dédié aux entreprises qui font partie des portefeuilles des différents fonds qui sont logés à l'espace. On parle quand même, à travers l'ensemble des fonds de l'espace CDPQ, on est autour de un peu plus de 300 entreprises qui gravitent autour de ces fonds-là. Fait que c'est quand même déjà, j'ai envie de dire, j'ai utilisé une expression anglophone, un bon pipeline d'entreprises et de start-up. Mais c'est sûr que si vous désirez rencontrer un des partenaires, un des fonds partenaires, on peut vous mettre en contact avec les responsables de l'espace qui vont pouvoir vous aiguiller vers le bon type d'investisseur pour votre projet d'affaires. Et la reine du maillage va vous organiser ça. Oui. Et son équipe. C'est une super équipe, exact. Fait qu'on a parlé du projet, on a parlé de ce projet-là. Bien, on pourrait parler de peut-être si on y va dans l'évolution de ta carrière. Fait que, il y a l'espace, après ça, il y a chef de file, chef FFE. OK? Merci, oui. Toujours. Mais là, il y en a un autre beau projet aussi. Oui, bien, on ne s'arrête pas là. Et puis, au fil du temps aussi, mon équipe a grandi, oui. Ce qui me permet d'avoir davantage de projets. Puis si je peux prendre 2 secondes avant de te parler de repères numériques sur justement le volet de mon équipe maintenant au sein de l'équipe Affaires publiques à la Caisse.
Moi, j'ai le bonheur d'avoir le leadership d'une équipe d'une dizaine de personnes. Et puis, notre équipe, en fait, on se déploie. Il y a trois volets principaux là, de champ d'action sur lesquels on agit. Alors, il y a le volet philanthropique. On aura peut-être l'occasion d'y reparler. Oui, il faut en parler. Il y a le volet de développement économique, ce dont on parle, puis les projets que je détaille en ce moment. Puis, il y a tout le volet aussi d'accompagnement de notre équipe d'investissement au Québec. Donc, comment on les appuie pour leur propre, j'ai envie de dire, objectif de développement d'affaires, faire connaître l'offre d'investissement de la Caisse, puis positionner nos différents experts dans l'écosystème pour être sûr que, justement, on se rende accessible, puis on puisse transmettre aussi notre expertise à travers le Québec. Donc, dernier projet, je devrais pas dire dernier parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, c'est ça. Je suis tellement pas inquiète. Là, tu vas me rappeler. Vous allez dire, Cléo, ça te tente-tu de contribuer? J'ai un autre projet. Puis si les gens ont des idées, si les gens veulent nous dire, on peut, peut-être qu'il manque ceci dans l'écosystème. Nous, on est toujours ouvert. Mon rôle aussi, c'est d'écouter. J'ai l'air de parler beaucoup comme ça aujourd'hui. Mon rôle, c'est d'écouter aussi puis d'être au fait. Mais je pense que c'est une de tes grandes forces aussi. Parce que quand on parle de master connecteur maillage, tu es toujours capable de dire, regarde, Cléo, j'ai pensé à toi, je te verrai à tel endroit, telle étoile. Non, mais tu sais, d'être capable de vraiment, puis je me dis, mon Dieu, elle a compris vite qu'est-ce que je pouvais apporter. Puis tu sais, de créer de la valeur, je pense que c'est quelque chose, toi, c'est quelque chose qui est très important pour toi, de toujours être capable. Fait que je suis sûre qu'il y a d'autres projets qui vont me permettre de créer de la valeur beaucoup. Mais c'est ça. Fait qu'il va y avoir plein d'autres projets, mais celui-là en développement économique. Le plus récent, c'est ça. C'est que nous, fort de notre expérience de créer des communautés, comme celle de Chef de file, parce qu'en fait, on a la chance à la CDPQ, j'ai envie de dire, naturellement d'avoir un rôle de catalyseur. Comment on peut mettre les gens ensemble, des gens qui ne se seraient peut-être pas croisés autrement. Et là, je parle, oui, d'entrepreneurs, mais aussi d'experts, de partenaires du réseau, localement ou même à l'international. Donc, on avait déjà comme prémisse de départ de dire, nous, on veut mettre des entrepreneurs ensemble qui se rejoignent selon certains critères, notamment le chiffre d'affaires, parce que ça donne toujours une idée, ça place un cadre au niveau des enjeux puis des objectifs de croissance et tout ça. Et encore une fois, ce qu'on a apprécié, ce qu'on a appris de notre expérience de chef de file, c'est l'importance aussi d'accorder du temps. Quand on parle de plan de croissance, puis je sais que tu en parles de façon beaucoup plus structurée que moi, mais il y a beaucoup d'enjeux qualitatifs à tenir compte. Entre autres, la culture, entre autres, on parlait tantôt que, oui, les dirigeants ont un rôle à jouer là, dans donner la vision puis amener les équipes plus loin, mais il faut aussi contaminer, puis là, je le dis avec des guillemets, parce que c'est un mot depuis 2 ans qu'on essaie d'oublier, là, le mot contamination. Oui. Mais comment il faut que ça descende dans les équipes, puis comment les gens peuvent être relayeurs, d'une certaine vision, de certaines gestions de changement, certains développements de compétences. Et donc, avec ces prémices de départ-là en tête, évidemment que le numérique est un passage obligé aujourd'hui. Et nous, notre prémisse de départ, c'est pas que les entreprises doivent être nécessairement numériques parce qu'on va quand même avoir besoin, je parlais de ma famille agriculteur, là, on va quand même avoir besoin de gens qui cueillent des pommes puis qui fabriquent la tarte aux pommes là, dans notre écosystème entrepreneurial. Exact. Mais on vit dans un environnement numérique. Donc, c'est le cas en ce moment. Les gens nous regardent en ligne. Oui. Et en tant que client, en tant qu'employé, en tant que citoyen même, on est constamment soumis, ou enfin, puis je pense même qu'on a des besoins que numériquement, ce soit efficace, que ça fonctionne et que ce soit bon, fiable, tout ça. Et ce qu'on a voulu, nous, initier comme programme de formation, encore une fois, en constatant qu'est-ce qui est déjà offert dans l'écosystème puis comment on pourrait être complémentaire à l'offre actuelle, c'est d'avoir une conversation avec les entrepreneurs de PME sur la culture d'affaires numérique. Comment on peut, dans une organisation, développer des réflexes pour tenir compte de son environnement numérique, quelle que soit son industrie, être capable d'identifier certaines opportunités, soit pour croître, par exemple, au niveau de son modèle d'affaires, de son réseau de distribution, ses ventes, soit pour être plus efficace, gagner en productivité, améliorer ses processus, mais aussi dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, justement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut numériser, faciliter le travail des employés et offrir aussi une expérience employée intéressante, stimulante. Je pense que c'est maintenant attendu d'une certaine génération, en tout cas, assurément. Et donc, c'est un parcours de formation, cette fois-ci,
un peu différent de la communauté de chefs de file dans la mesure où il y a vraiment, on passe d'une étape A à une étape B à une étape C. Donc, c'est sur une période de 10 mois où c'est à peu près une quarantaine d'heures de formation qui est offerte. Encore une fois, ce qu'on voulait, pour s'assurer d'une certaine contamination dans l'organisation, oui, le chef ou la chef d'entreprise est invité à participer, mais peut aussi déléguer des gens de son organisation et pas nécessairement la personne responsable des technologies. Souvent, on voit dans nos ateliers de formation, justement, des responsables RH, responsables des ventes, parce que le numérique aujourd'hui, c'est partout. C'est pas seulement la responsabilité d'une personne qui a une formation, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus appliquée en termes de technologie de l'information. Donc, on regroupe en ligne. Bon, là, on n'est pas complètement virtuel et ça fonctionne très bien. Des cohortes d'entrepreneurs qui viennent un peu partout au Québec. Un chiffre d'affaires, encore une fois, qui se situe entre 5 et 35 millions. Autant des entreprises de services que manufacturiers, mais qui souhaitent réfléchir justement, puis prendre un moment de réflexion sur d'abord, est-ce que j'ai une vision numérique qui m'amène, parce que dans le numérique aussi, là, il peut y avoir plusieurs projets qu'on mène de front, comment on priorise, comment on s'assure, si je parle par exemple les 5 piliers là, qu'on traite à travers le parcours de formation, bien, il y a évidemment la question de la vision, la question du développement des compétences, parce qu'aujourd'hui, c'est en continu. Oui. On commence à apprendre un système, il y en arrive un nouveau où il y a une évolution. Donc, il faut s'assurer d'avoir des mécanismes à l'interne qui font en sorte que les employés sont toujours, qui maîtrisent toujours les systèmes et qui aient aussi les bons réflexes pour tirer profit de ces systèmes-là. On peut avoir le meilleur CRM. Si on n'a pas les tableaux de bord qui répondent aux questions qu'on se pose, ben, l'outil ne va pas réfléchir à notre place. On n'est pas tout à fait rendu là, en tout cas. Non, exact. L'intelligence artificielle existe, mais on n'est pas encore tout à fait rendu là. On a encore besoin de l'intelligence humaine. On parle aussi, évidemment, d'amélioration de processus, de données. Données qui est évidemment une clé de voûte, que ce soit pour améliorer ses processus de production ou améliorer ses ventes. Et finalement, de technologie. Et ce qu'on souhaite faire aussi, c'est inviter des experts du Québec et même de l'étranger à partager leur expérience. Donc, on essaie d'avoir, oui, des formations un peu plus théoriques, si on veut, mais des cas très pratiques de gens qui ont vécu, pas nécessairement des transformations numériques, mais qui ont fait évoluer leur pratique d'affaires. Je pense, entre autres, aux responsables des technologies chez Cell, une entreprise bien connue ici au Québec, et de leur stratégie de vente multicanaux entre ce qui se passe en magasin ou en ligne. Mais on a aussi eu des témoignages de gens qui travaillent chez L'Oréal Amérique du Nord. Et puis, des fois, on a beau penser que dans les grandes organisations, ben, ils ont des moyens, puis ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais on revient à les processus, le développement des compétences, c'est les mêmes enjeux que des PME, parce qu'il faut que l'information descende, il faut que les gens changent leur façon de travailler, il faut revoir des priorités. Donc, oui, c'est à une autre échelle, mais j'ai envie de dire, c'est les mêmes questions qui se posent. Donc, ça crée des échanges très intéressants. Et on sait aussi que la discussion se poursuit en dehors de nos ateliers de formation. Le fait d'avoir des entrepreneurs qui sont ensemble, qui réfléchissent ensemble, on voit qu'il y en a qui vont créer des liens et pouvoir s'entraider aussi. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée qu'on essaie de contribuer au succès des autres. Je pense que... Oui, c'est ça. Ça se fait dans la sélection aussi. Puis moi, en fait, quand tu m'avais présenté le programme au début, j'aimais le mot repère est important. Comment qu'on se donne des repères numériques? Parce qu'aujourd'hui, des entrepreneurs qui voient la technologie, puis moi, ce que j'observe tout le temps, c'est de dire « Ah oui, c'est important, mais ils ne sont pas capables de l'intégrer. Mm-hmm. Et là, ils vont endurer le mal jusqu'à temps que le système pète. Puis là, c'est « Ah, j'ai pas le choix, je dois changer mon CRM ou mon ERP. » Et là, ils vont prendre un système et il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas de repère que « Bien, j'ai pas le choix de le changer parce que ça me bloque pour croître. » Au lieu de... On a eu François Jobin sur ce podcast-là et c'est un gars qui est passionné par les RH et la technologie. Puis il dit aujourd'hui, on devrait se servir des technologies pour aider l'humain. On ne veut pas le remplacer, mais comment on peut faciliter, comment on peut définir les jobs du futur, comment on peut rendre ça agréable. Puis, tu sais, même moi, micro-entreprise avec mon équipe, on s'est fait faire un audit numérique, on est en train de mapper tous nos processus
processus, d'automatiser le plus possible micro-entreprise, mais ça nous évite de peut-être embaucher 10 personnes puis que le savoir d'une personne repose sur quelqu'un et qu'il quitte parce qu'on sait qu'il y a un gros taux de roulement, la pandémie, les gens changent de direction. Fait que le repère est important pour la vision numérique. Fait que juste la terminologie que vous lui avez donnée, je le trouve intéressant. Puis c'est ça qui est le plus important, mais on dirait qu'on ne se donne pas assez de temps de réflexion. Fait que vous offrez ça à travers ce programme-là. Prends le temps, prends le pas de recul, là, puis qu'est-ce que tu veux faire du numérique? Puis toi, selon ton modèle, qu'est-ce que tu vas aller chercher, puis comment ça va t'aider? Tout ça dans le but de croître. Mais il y a très peu de programmes comme ça qui existent. Bien, c'est-à-dire que c'est normal aussi qu'il y ait des programmes qui s'appliquent à un projet, puis par exemple, de transformation, j'ai envie de dire de façon plus profonde, parce que si on est pour installer un système d'information ou si on est pour robotiser une industrie, il faut prendre ça de façon très sérieuse, puis ça devient un projet en soi. Mais ça, pour moi, c'est une fois que... Tu sais, la transformation numérique, il y a plein d'organisations qui vont le faire, mais ça, pour moi, c'est une fois que ta vision est claire. Oui, mais le reste doit se faire effectivement en continu parce que pendant qu'il y a un projet qui est livré, il faut on revient à la notion de repère, il faut quand même avoir l'attention sur le reste et il faut que ça fasse partie des discussions dans un plan de croissance. Là. Donc, il faut que ce soit des choses qui soient adressées. Comment aussi, parce que pour plusieurs personnes, on va peut-être évaluer la dépense comme justement comme un coût, mais il faut le voir déjà comme un investissement, puis aussi comment on va l'amortir avec le temps. Puis je vais revenir peut-être sur la notion d'audit, parce que ça fait partie aussi du parcours qu'on propose. Alors, puis nous, on s'est efforcé de travailler avec des entreprises québécoises pour nous accompagner dans ce programme de formation-là. On travaille notamment avec la firme Agenda, là, qui a vraiment structuré l'aspect pédagogique du programme, qui apporte aussi du coaching, parce que quand on parle de discussion entre entrepreneurs, c'est à travers en fait, entouré d'une coach qui va pouvoir amener les gens à se poser les bonnes questions. On parlait de prendre un pas de recul puis réfléchir. C'est vraiment que le rôle que... Je vais dire la coach parce que c'est surtout des femmes qui nous accompagnent dans ce projet-là. C'est vrai, l'équipe de Sarah et tout. C'est la coach, qui apporte cette dimension-là. Donc, on n'est pas juste, comme je disais tantôt, en mode formation, présentation magistrale, mais il y a tout le volet aussi d'échange puis de mise en action. Les entrepreneurs sont invités à retourner dans l'entreprise, mettre en place des outils, avoir des conversations, puis revenir, donner leur feedback sur les discussions qu'ils ont eues à l'interne. Puis c'est une évaluation, c'est un parcours où on propose une forme d'auto-évaluation, en fait, sur est-ce que au cours du 10 mois, il y a eu une évolution au niveau de la maturité numérique de l'entreprise. Et c'est là que je vais nommer le fait qu'on travaille avec Bridger, une entreprise québécoise qui offre une solution d'intelligence artificielle pour justement faire en sorte, donner je vais trahir mon âge, là, mais un Polaroid de la situation d'une entreprise. Donc, l'audit va se faire au tout début et c'est pas seulement la direction qui remplit le formulaire d'audit, c'est aussi les équipes à l'interne. Puis ça, c'est intéressant, puis je suis certaine qu'à travers ton parcours, tu le vois, comment parfois les équipes de direction vont avoir une vision très, très claire. Puis là, on se rend compte que les équipes n'ont pas suivi, là, ou il n'y avait pas tout à fait la même vision. Fait que l'alignement, c'est quelque chose qui est assez primordial si on veut être sûr de tout le monde avancer dans la bonne direction. C'est le genre de choses que l'audit va mesurer. Donc, on offre cet audit-là en début de parcours et à la fin. Puis ça permet à l'entrepreneur déjà de se sonder sur... je reviens sur l'alignement, sur la vision, sur la compréhension. Sont où les écarts entre ce que je veux et où je suis réellement, puis c'est quoi les étapes, puis il va y avoir le programme pour l'aider. Puis on est très conscient que dans la vie d'une entreprise, d'un entrepreneur de PME, on n'a pas toujours le temps. On revient sur l'idée d'avoir un pas de recul, puis de sonder son équipe à l'interne, puis de prendre le pouls de ce qui se passe dans l'organisation. Mais pour nous, c'est vraiment un point de départ important. Donc, ce qui m'amène à dire que le repère numérique, en fait, on parle beaucoup finalement d'humain. Oui. Il faut prendre conscience de son environnement, des opportunités ou des enjeux. Mais à la fin de la journée, comme tu l'as dit aussi, comment on va équiper les gens pour qu'ils soient plus efficaces, plus stimulés aussi. Je pense que les gens ont fondamentalement envie d'apprendre, ont envie d'évoluer. Le numérique permet ça, de changer un peu aussi ses façons de faire. Mieux comprendre les besoins de ses clients. Les choses évoluent très rapidement aujourd'hui, qu'on pense juste aux plateformes sur lesquelles on communique avec les gens. Les choses changent quand même rapidement. Donc, c'est de développer des réflexes, développer des comportements,
tout le monde, maintenant qu'il existe SharePoint, là, on s'attend à ce que les gens collaborent. On développe un SharePoint, on le déploie, puis on dit, bon, maintenant, collaborer, mais ça se fait pas. C'est pas parce que l'outil est là qu'on va l'utiliser à bon escient. Exact. Donc, c'est toutes des questions qu'on adresse. Et on va être en période de recrutement prochainement. C'est un parcours aussi qui est gratuit. Okay. Donc, vous pouvez, encore une fois, je vais jouer le rôle de connecteur pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes pour le faire. Voilà, pour les critères de sélection. Non, c'est bon. Puis tu sais, en même temps, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, puis tu sais, quand je t'écoute, je me dis, mon Dieu, que c'est important, ces choses-là, parce que ce que j'observe dans le coaching et les entreprises et les cohortes, parce que j'anime une portion du parcours compétences dans Repère, puis je voyais les gens qui, comme tu dis, ne prennent pas le temps de réfléchir. Et les projets numériques, c'est comme... on the side, puis on continue à produire, à faire ce qu'on fait, à livrer le service. Oui, by the way, faut changer notre système. Et là, on change le système, mais il n'y a pas de mesure de déploiement, il n'y a pas d'analyse de données, il n'y a pas de KPI, d'indicateurs de rendement sur l'avancement des projets technologiques. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le projet technologique va prendre 2 ans, et on n'a pas assez impliqué nos gens. Fait que là, les gens, comme ils ne sont pas impliqués, continuent à utiliser leur fichier Excel au lieu d'utiliser le système à sa plein potentiel. Il y a même des études qui sont sorties qu'on utilise les plateformes 5 à 10 % par exemple, des plateformes comme Teams ou des choses comme ça, puis le président va continuer à envoyer ses emails avec 18 personnes en CC, mais il a implanté Teams, tu sais. Fait qu'on vit toutes ces réalités-là. Dans plein de facettes de l'organisation. Et je pense que les choses à retenir, si vous ne voulez pas faire le parcours qui est accessible, qui est gratuit, bien, comme entrepreneur, posez-vous les questions de dire, est-ce que je prends le temps de réfléchir? Est-ce que mes repères et ma vision 3 ans, moi, j'utilise l'anglicisme tout le temps, c'est quoi ton roadmap technologique? Tu sais-tu où tu t'en vas dans 3 ans? Et est-ce que c'est en lien avec tes objectifs de croissance? Première question que je pose. Non, j'y ai pas pensé, pas vraiment. Et vous avez comblé le gap aussi, c'est le gap de la compétence. Donc, la personne qui œuvrait très bien dans la vente traditionnelle avant la pandémie, qui partait avec sa valise, qui aujourd'hui doit le faire de manière numérique, différente, avec des email automation, avec toutes des séquences comme ça, puis des omnichannel, des multichannel, comment on dit ça en français? Multicanaux. Multicanaux, merci. Multicanaux, très angliciste dans mes affaires. Les multicanaux, j'ai pas un bac en littérature, moi, c'est ça. Ça fait longtemps quand même. C'est ça, moi, je suis ingénieure. C'est comme... c'est ça. Fait que, dans le fond, cette vision-là, elle est souvent sous-estimée. Et le développement des compétences dans l'implantation des nouvelles façons de faire numériques, je le vois de la part des entrepreneurs, des équipes de direction, c'est à dire, j'ai dépensé 1 million pour le ERP, les consultants sont venus, ils ont fait la transformation, ils s'en vont. Mais la phase d'intégration et de changement du comportement, puis le pourquoi que c'est important d'utiliser ce système, parce que les ventes, on va être connecté avec les ventes, puis le marketing va comprendre où on s'en va, puis tout. Moi, je ne sais pas si tu le réalises avec les entrepreneurs que vous avez dans votre cohorte, mais moi, c'est le plus grand écart que je vois. Tu sais, le changement d'habitude et de comportement post-intégration numérique, et même vous travaillez encore plus, ce qui est intéressant, vous travaillez en amont dans la réflexion, puis de dire, bien, peux-tu impliquer les gens, puis pourquoi c'est important de changer, puis pourquoi qu'on le fait en lien avec une vision stratégique, mais le numérique vient tout de suite se coller. Oui, mais puis on revient à l'idée que c'est l'humain qui est au centre. C'est ça. On a beaucoup parlé de technologie dans les dernières années. On a parlé des systèmes, tu l'as nommé tantôt, donc des Teams, des SharePoint, mais une fois qu'on a dit ça, d'abord, ces outils-là, ils sont accessibles à tout le monde. On n'est plus en train de concevoir que... Bon, évidemment, il y a des entreprises technologiques qui réfléchissent toute la journée à développer des meilleurs systèmes. Mais une organisation comme une PME ne va pas nécessairement se distinguer par la technologie qu'elle utilise. C'est comment elle va la rendre la plus efficace possible pour ses propres besoins. Donc, c'est revenir aussi à les équipes que j'ai en place. Tu le disais, tu sais, ma vision, ma stratégie, puis ensuite de ça, tirer meilleure partie des outils. Mais, je veux dire, même, on est aux prémices de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'avant même de se dire est-ce que cette technologie-là, c'est ce qui est le mieux, c'est plutôt de se ramener à de quoi j'ai besoin, sur quoi je vais prioriser,
puis d'être à l'affût, genre, on revient à l'idée de son environnement, d'être à l'affût, pas seulement des technologies, mais des comportements, que ce soit des employés ou des consommateurs qui vont guider des choix technologiques. Exact, des grandes tendances qui vont arriver. Fait que ça, c'est un autre beau programme. Fait que plein de belles choses pour le développement économique ici au Québec, puis pour soutenir les entrepreneurs. Et souvent, ce sont des programmes qui sont méconnus. Fait que je suis contente que tu aies vraiment pris le temps de nous l'expliquer et de le décortiquer. Mais en même temps, pour là, on voit, tu sais, puis ce que j'aime, c'est que c'est des programmes qui arrivent, des choses qui sont là pour comme entrer en contact avec la Caisse. Mais quels sont les grands objectifs de la Caisse? Bien, effectivement, tout ça contribue de manière plus globale à l'impact que la Caisse a au Québec. Je tiens à le rappeler, puis c'est pas toujours quelque chose, effectivement, qui est très connu, mais si on compare notre institution comme investisseur, on est au monde l'investisseur qui est le plus investi dans sa propre économie. Puis là, je vous parle vraiment de l'économie québécoise. Donc ça, je pense qu'on doit être fiers de ça. En termes, si on parle de chiffres, là, en termes d'actifs au Québec, c'est 78 milliards auxquels la Caisse est associée. Et puis, on s'est fixé une cible d'atteindre 100 milliards en 2026. Donc, on a une équipe de direction qui mise beaucoup sur le Québec, qui a à cœur, justement, de contribuer au développement de son économie et de toutes sortes de façons, que ce soit, par exemple, investir dans des grands projets structurants comme le REM dans la région de Montréal, que ce soit pour investir dans des entreprises, que ce soit pour investir dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes vont investir ensuite dans des entreprises, ou que ce soit pour investir dans des programmes comme des problèmes sur lesquels j'ai le plaisir de travailler. Vraiment, on a une vision complète, si je peux dire, de la chaîne entrepreneuriale ou enfin des différents leviers qu'on peut activer pour contribuer à stimuler notre économie. Et je pense qu'on doit être fiers de ça en tant que Québécois, parce qu'on se rappellera que c'est 6 millions de Québécois, Québécoises qui, d'une façon ou d'une autre, à travers les différents fonds, les différents déposants qui font partie de notre portefeuille de clients, ça nous revient. C'est vraiment un cercle vertueux entre comment la Caisse investit puis comment elle peut se rencontrer les besoins de ses déposants. Puis il y a cette vision-là, puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a cette vision-là, mais il y a la concrétisation de plusieurs projets locaux et la valorisation et l'inspiration des entrepreneurs que vous allez faire avec tout ce développement aussi, ce développement économique-là qui est intéressant, puis on le voit. Puis il y a aussi beaucoup de, comme tu disais, tantôt, tu avais devenir entrepreneur, mais il y a beaucoup aussi pour chef de file. Il y a des beaux vidéos, il y a des beaux... Tu sais, on peut aller chercher beaucoup d'inspiration dans tout cet écosystème-là également. Puis, au-delà de la contribution vraiment à l'économie, si on veut, dans les entreprises, puis dans des projets structurants, la Caisse aussi, on a à cœur de jouer un rôle dans la collectivité. Puis j'aimerais ça, on a parlé rapidement en introduction de philanthropie, puis c'est un autre volet sur lequel j'ai le plaisir de contribuer. On a, nous aussi, un portefeuille philanthropique où on remet des sommes d'argent à différents organismes à travers le Québec, que ce soit en santé, en éducation. Mais on essaie aussi de jouer un rôle dans le fait de contribuer justement à peut-être améliorer, notamment au Québec, nos pratiques en matière de philanthropie. Et j'ai eu l'occasion, justement, le grand plaisir de travailler sur un projet. Encore une fois, on se base sur des études, on essaie de prendre le pouls de ce qui se passe dans l'actualité. Et puis, on a initié une étude avec la firme Conseil Épisode sur le rôle des femmes en philanthropie. Et moi, je peux dire que mon avis, c'est qu'on avait évidemment beaucoup de femmes très impliquées, que ce soit sur des CA, des OBNL. On le sait où les femmes vont s'impliquer dans des plus petits projets reliés, par exemple, à l'équipe de soccer de leur enfant ou la garderie. Mais force est d'admettre que le sondage nous a permis de constater qu'il y a quand même là aussi un décalage entre l'implication des hommes et des femmes. Pour toutes sortes de raisons, notamment, je pense que les femmes vont parfois surestimer ce qui est attendu d'elles et puis elles préfèrent ne pas s'impliquer en ayant peur de peut-être pas répondre aux attentes. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse déjà avoir cette conversation-là sur d'abord parler des besoins parce qu'au Québec, c'est quand même 15 000 OBNL qui sont actifs à travers les différentes régions. Comme je disais, pour réaliser toutes sortes de missions, que ce soit de la persévérance scolaire, soutien aux arts, à la culture, soutien aussi à la recherche en santé. Donc, ces OBNL-là ont besoin de bénévoles d'affaires qui vont s'impliquer à différents niveaux, que ce soit
participer à des conseils d'administration, que ce soit faire des activités de levée de fonds, de sollicitation. Donc, l'offre est quand même grande. Et je pense que, comme dans toute forme de gouvernance, la diversité, que ce soit la gouvernance d'une OBNL ou d'une organisation, la diversité, c'est vraiment une valeur ajoutée, d'avoir des points de vue différents, d'avoir, encore une fois, des réseaux différents. C'est ça qui va apporter de la richesse, je pense, pas juste monétaire, mais une richesse de notoriété, puis d'assurer aussi la pérennité de ces organisations-là. Donc, l'idée de faire cette étude-là, c'est de, rappeler que l'engagement philanthropique, c'est quelque chose qui est important pour soutenir notre tissu communautaire, notre collectivité. Et on veut inspirer, autant d'hommes que de femmes à vouloir s'impliquer, mais entre autres, impliquer davantage de femmes. Je pense qu'il y a de la place pour qu'on puisse justement avoir une plus grande diversité au sein de la gouvernance de nos OBNL. Et donc, cette étude-là est disponible. Vous pouvez la consulter en ligne aussi. On pourra vous fournir le lien. Puis, encore une fois, en tant que connectrice, oui. Reine du maillage. Du maillage, voilà. À travers, justement, l'initiative Chef de file, c'est quelque chose que j'ai eu le plaisir aussi de faire, des femmes qui étaient à la tête de conseils d'administration d'OBNL, qui cherchaient d'autres membres. On a pu référer des gens. Évidemment, pour adopter une cause, il faut avoir une sensibilité. Je pense qu'il faut avoir une volonté de s'impliquer soi-même pour la cause. Et puis ça aussi, ça me fait plaisir de permettre à des gens de trouver la cause qui leur convient. Et c'est bon pour nos auditeurs aussi, dans les notes de l'épisode, on va mettre tous les liens qu'on a parlé aujourd'hui. C'est ça. On va mettre tous les liens pour ceux qui seraient intéressés par repères numériques, chef de file, ces études-là en philanthropie. C'est drôle que tu me dises ça parce que moi, avec l'épisode du cancer que j'ai vécu, j'ai rejoint en fait l'organisme Garde tes cheveux parce que j'aurais pu perdre. Normalement, aujourd'hui, je serais assise et j'aurais plus de cheveux. Fait qu'on a des organismes qui nous touchent. Puis c'est vrai que c'est important et je remarque que les entrepreneurs qui ne sont pas impliqués de manière personnelle à donner au suivant ou en philanthropie pour créer quelque chose de plus grand qu'eux, il leur manque quelque chose. Bien, moi, dans les entrepreneurs avec lesquels j'ai eu le plaisir les gens avec qui j'ai côtoyé, que j'ai collaboré, je pense que la plupart des gens, encore une fois, sont investis, ont une cause, mais ça aussi, ça mériterait d'être mis en lumière. Je pense qu'il faut, il faut être capable que ce soit aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose qui est naturel de penser. Puis encore une fois, ça peut être de toutes sortes de façons. On ne parle pas nécessairement d'être à la tête d'une grande levée de fonds majeure. Ça peut être des choses plus ciblées, plus locales, proches de leur communauté. Lors de l'événement, justement, en fait, on a dévoilé cette étude-là le 8 mars dernier. On avait Catherine Pinard, PDG de la firme de transport Nationex. Nationex a sa propre fondation. Les employés sont invités à y contribuer. Puis, une des activités que la Fondation permet, c'est de remettre justement des paniers de Noël aux gens de leur communauté. Donc, d'avoir des entreprises très ancrées localement, ça peut faire une grande différence. C'est pas toujours d'avoir la cause qui a le plus de visibilité. C'est de remettre... puis je pense que on parlait tantôt de pénurie de main-d'œuvre puis de rétention des employés. Je pense que le fait d'avoir des organisations qui ont des valeurs fortes et que ces valeurs-là sont vécues, sont communiquées à l'interne, c'est un autre facteur important, je pense, de rétention des employés. Puis moi, si je peux parler justement du fait d'être dans une organisation qui partage ces valeurs-là, qui a un souci justement d'être active au sein de la collectivité, c'est très stimulant pour moi, pour mon équipe, là, d'avoir ce rôle-là à jouer dans l'organisation. Exact. Puis je remarque aussi, puis c'est vrai ce que tu dis, parce que je pense à deux clients qui sont venus ici sur le podcast, à Damotech. Donc, Éric Naman va définir avec son équipe le nombre de tonnes qu'ils veulent donner à Jeunesse au Soleil. Et eux sont spécialisés dans la réparation des paletiers et à assurer la sécurité dans les entrepôts. Et ils vont demander à leurs clients des palettes comme ça. Et à chaque année, ils vont remettre l'équivalent de 20 000 livres ou tonnes de bouffe pour Noël. Et le party de Noël se passe avec la location d'un autobus où ils vont livrer les 20 000 tonnes la veille et les employés vont aller faire, les 100 employés vont aller faire le tri
pour préparer les paniers de Noël et ces choses-là. Alors, les employés sont impliqués. Imagine le team building, l'esprit d'équipe qui se développe, à la fierté, faire des sacs de patates, des sacs de carottes, des sacs de ci, des sacs de ça, aller au Costco, acheter, parce qu'ils ont ramassé des fonds de leurs clients, tout ça, aller au Costco et livrer ces tonnes-là. Et ça, c'est un objectif. Puis à chaque année, ça grandit. Et ça fait partie de dire, ben garde, on va aller aider 3 heures, puis après, on fera notre dîner de Noël, puis on va célébrer. T'sais. Fait que ça, c'est une chose. Et j'ai un autre client, Henry Mizrahi, qui est passé sur le podcast aussi, Lester's, qui, lui, en philanthropie, a réalisé, dire, regarde, oui, on peut donner beaucoup d'argent, mais ils font du bénévolat pour l'organisation locale du docteur Julien pour venir en aide. Et je pense que c'est important de choisir une cause qui nous parle et de toujours et que cet organisme-là peut se fier sur nous, les heures de bénévolat, ces choses-là. Fait que je pense qu'il y a un rôle entrepreneurial de structurer cet élément-là. Puis comme tu dis, c'est un bel élément de fidélisation, rétention du personnel également. T'sais. Et Cléo, je pense aussi que c'est un très bon sujet de podcast. Alors, pour une prochaine fois, mais donner des exemples d'activation, d'implication philanthropique, ça peut peut-être donner des idées aux autres tellement, aussi. Tellement. Non, j'adore ça. Et là, dans le fond, et toi, personnellement, est-ce que tu fais de la philanthropie? Bien, je parlais de mon parcours en introduction ou par mes études en littérature, puis cette volonté-là que j'avais de travailler dans le milieu culturel. Ça a été mes premières expériences professionnelles, travailler dans le milieu du spectacle. Et quand j'ai évolué dans ma carrière, plutôt dans le secteur financier, j'avais envie, en fait, de revenir voir peut-être des anciens collègues et puis contribuer autrement. Rester impliqué dans le milieu. Voilà. Connecté, voilà. Être derrière le rideau en coulisses, comme ça. Puis, et donc, oui, j'ai le plaisir en ce moment d'être sur 2 conseils d'administration qui se dédient à la promotion de la culture. Le Centre de théâtre d'aujourd'hui, là, qui est sur la rue Saint-Denis à Montréal, et puis la Fondation de la Place des Arts. Donc, c'est des coachs que j'ai choisis justement par un plaisir très, très personnel. Mais moi, au-delà de la cause que vous choisissez, je pense que le fait de se retrouver, on revient à l'idée de mariage. Mon Dieu, on se répète, finalement. Dans cette... Bien, c'est correct. Regarde, on n'a jamais... En même temps, c'est cohérent. En fait, c'est cohérent, puis on n'a jamais eu... ce sujet n'a jamais été autant décortiqué. Bon, alors, j'adore. Alors, on continue. Donc, l'idée d'être exposé à une autre réalité, d'être autour de la table avec des gens qui ne font pas nécessairement partie de mon industrie, moi, je trouve ça hyper enrichissant puis stimulant. Voilà, d'ouvrir ses horizons, des fois de penser différemment. Puis on revient à l'idée de comment on crée des liens, comment on peut aussi rencontrer des gens qui, autrement, voilà, que je n'aurais pas croisé sur mon parcours. Donc, on fait, oui, de la philanthropie pour redonner, mais ça nous apporte beaucoup. C'est incroyable. C'est pas totalement de la générosité. Il y a quelque chose, là, on va chercher quelque chose. En fait, c'est drôle parce que, tu sais, moi, impliquée avec le réseau Mentorat depuis des années, ça va faire 10 ans que je coach des jeunes. Et à toutes les fois que j'ai une rencontre avec un mentoré, j'apprends plus que le mentoré. Tu sais, oui, je vais lui avoir posé des questions. Oui, je vais avoir fait la rencontre comme ça. Puis on se doit de faire ça. Ça fait partie. Et je trouve que post-pandémie, ce sont des valeurs quand on parle de leadership bienveillant, quand on parle de donner au suivant, quand on parle d'être impliqué dans notre communauté, de l'intelligence collective. C'est toutes des belles façons que tu nous as exposées aujourd'hui de le faire. Oui, puis c'est beaucoup de plaisir, là. Oui, exact. J'ai eu l'occasion aussi de participer à différents défis sportifs pour lever des fonds. Puis faire du vélo, le Montréal-Québec, sous la pluie ou au soleil. Bon, sous la pluie, c'est quand même peut-être un petit peu plus difficile, mais il reste qu'il y a beaucoup de plaisir là-dedans. On parlait tantôt d'opportunités de team building, puis ça génère aussi ces liens-là. Ça permet aux gens de se connaître différemment, en dehors peut-être de notre quotidien et puis carrément du milieu du travail. Donc, on revient aussi à l'idée de complémentarité, de contribuer au succès des autres. Oui. C'est vrai aussi dans le milieu de la philanthropie, comment contribuer, soit faire avancer une cause, soit permettre aux gens, justement, d'avoir un plus grand rayonnement. Donc, c'est très, très, très valorisant. J'encourage évidemment les gens à le faire aussi. Tellement, tellement. Et qu'est-ce qui attend Catherine dans les prochaines années et ses multiples projets? Je reviens au fait que je travaille dans une organisation qui a à cœur de continuer d'être présente au Québec
à travers le Québec. Et de continuer d'être au fait des besoins, d'essayer d'innover dans son approche. On continue de réfléchir. Alors, on a parlé des femmes entrepreneurs, on a parlé du numérique, mais on essaie aussi de voir comment plus largement on peut élargir notre portée pour une plus grande diversité, encore là, d'entrepreneurs à travers le Québec. D'autres occasions de maillage, de réseautage. Donc, je vais revenir, en fait. Bon, bien, parfait. Peut-être pour t'en parler plus en détail. C'est génial. Ça va être une formule d'abonnement, en fait. Une formule d'abonnement. J'adore ça. J'adore ça. Écoute, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Est-ce qu'il y a quelque chose, Catherine, que tu aurais voulu qu'on parle puis qu'on n'a pas eu la chance de parler ou le message que tu voudrais laisser aux entrepreneurs? Bien, je reviens sur ce qui est fondamental. La CDPQ a une mission qui est double, générer du rendement pour ses déposants, contribuer au développement économique du Québec. Et si je peux, à la fin de ce podcast-là, juste rappeler aux gens cette mission-là, de voir vraiment la CDPQ comme un contributeur important au développement, oui, de notre dynamisme entrepreneurial, mais aussi de nos collectivités. Je pense que j'aurais envie, justement, que les gens... n'hésitent pas à nous contacter. Oui, ça fait partie de mon rôle. Et prennent pour acquis, comprennent que la CDPQ, on est accessible et que si on n'est pas nécessairement l'organisation qui peut être utile, si on revient, par exemple, à l'idée soit de financement ou vraiment pour un projet, par exemple, d'implantation numérique très précis, nous, on a une certaine offre de formation, d'accompagnement, mais ça nous fera toujours plaisir aussi de vous référer aux ressources dans l'écosystème, qui peuvent bien répondre aux besoins. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, merci pour ton invitation, Cléo. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Oui, toujours un plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir tout l'écosystème de la CDPQ. J'en ai encore appris aujourd'hui. Alors, super intéressant. On va mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Et j'adore ton dynamisme. Et vraiment, la façon dont tu parles, écoute, ça l'a coulé, c'était facile. Et pour moi, tu es définitivement une reine de la connectivité et du maillage. Et c'est pour ça que je t'apprécie énormément, Catherine. Merci. Merci à toi et salutations à tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui. Yes. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.